Bienvenue dans cet épisode des SI et des Hommes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter avec Florian, un professionnel au parcours un peu atypique, qui a pas mal navigué, mais ça, il nous l'expliquera, et qui est aujourd'hui à la tête avec un associé de Polombana, une entreprise innovante dans le secteur du voyage. Florian, merci de nous rejoindre et de participer à cet épisode. Merci Ravi de beaucoup. t'accueillir. Merci Nicolas. Ravi de t'accueillir ici. Donc, pour commencer, j'ai toujours l'habitude de poser toujours la même question. Est-ce que tu pourrais nous partager ton premier souvenir de numérique? Mon premier souvenir de numérique, souvenir, c'était quand j'étais adolescent, j'ai 16-17 ans et que j'ai eu mon premier téléphone. Alors, je sais que pour les plus jeunes, ça paraît assez fou d'avoir son premier téléphone à 16-17 ans. Mais en tout cas, à mon époque, dans les années 90, c'était assez courant de l'avoir assez tardivement. Donc, c'était mon premier vraiment accès au numérique en parallèle du fameux premier ordinateur qu'on a eu à la maison. Avec les disquettes, toutes ces choses-là que tu as dû bien connaître, Nicolas, et que j'ai connu aussi. Ouais. Cette question permet toujours de remettre l'âge un peu de la personne et voilà de faire aussi de voir un peu l'évolution. J'aime bien cette question. C'était quoi ton premier téléphone alors? Un Alcatel, un Nokia? C'était un Nokia, exactement, qui était une des marques leaders sur le marché à l'époque, un peu moins on va dire en vogue aujourd'hui, mais à l'époque le Nokia c'était vraiment ce qui s'était installé sur le marché, donc c'était un Nokia. Ouais, c'est vrai, on a tous eu le Nokia, on a tous joué au Snake dessus. C'est clair. Mais oui. Donc Florian, tu as un parcours assez varié. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et comment, parce que tu as eu plusieurs domaines d'activité et pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Avec grand plaisir, effectivement, j'ai un parcours assez varié mais très intéressant. J'ai trouvé un peu mon bonheur dans la polyvalence finalement. Donc pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, moi j'ai commencé une petite carrière de sapeur-pompier quand j'étais jeune, donc volontaire. J'ai commencé à 16 ans. Donc c'était un peu ma passion, la santé, l'urgence, etc. Et puis en parallèle, je faisais des études dans le commerce, qui était aussi quelque chose que j'aimais beaucoup, vendre, discuter, parler aux gens, vendre des produits. À un moment, j'ai eu un choix un petit peu à faire, c'est-à-dire de se dire, est-ce que je vais plutôt sur le domaine de l'urgence, du service à la personne, ou est-ce que je continue dans ma carrière commerciale? Et finalement, en fait, j'ai continué un petit peu à faire les deux. Donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation. En parallèle, j'étais toujours pompier à côté. Et puis, une fois mes études terminées, j'ai commencé ma petite carrière de commercial où j'ai vendu de la pompe à chaleur, j'ai vendu des abonnements dans les salles de sport. Donc voilà, que du bonheur. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était un peu du commerce que j'aimais pas trop, du commerce un petit peu, on vend au porte-à-porte, on a des discours assez agressif envers le client pour aller vendre. C'était un peu le commerce à l'ancienne et je m'y retrouvais pas trop. Et donc pour tout te dire, au bout de quelques années d'exercice, je me suis dit bon, j'en ai marre, je vais retourner un peu à ma passion de la santé. Et donc j'ai fait des études d'infirmier. Donc j'ai fait mes concours, j'ai réussi, j'ai fait mes 3 années d'études en tant qu'infirmier et j'ai commencé à exercer en réanimation médicale sur Strasbourg, donc un domaine que j'ai adoré, le domaine de la santé, du service à la personne. Mais en parallèle, il y avait toujours un petit manque, le manque du commerce, le manque de l'entrepreneuriat quelque part. Et donc j'étais toujours entre 2-3 petits projets à côté, 2-3 petits business à côté que je faisais. Et puis je me suis rendu compte dans l'exercice de ma profession d'infirmier que c'était des conditions assez compliquées, notamment à l'hôpital. J'avais une vision assez idéale du service à la personne et du soin à la personne que je retrouvais pas forcément dans le service hospitalier. Et donc j'étais très vite à me dire qu'est-ce que je peux faire d'autre dans le milieu de la santé que ce que je fais aujourd'hui. Et donc j'ai commencé à travailler. Donc j'ai changé donc de l'hôpital, je suis passé toujours dans mon domaine d'infirmier à la prestation de santé à domicile. Donc pour une société de prestation de santé à domicile.
où là j'étais infirmier, mais j'allais chez les gens et j'allais finalement faire de la prestation respiratoire, donc pour les gens qui ont des problèmes d'apnée du sommeil, des problèmes d'insuffisance respiratoire, donc j'allais faire des soins, installer des machines, etc. spécifiques. Donc je gardais un petit peu ce côté santé. Et la particularité, c'est que j'ai pu mener des projets à côté. Donc j'étais pour le groupe Air Liquide, c'est le groupe Air Liquide qui m'a employé. Et cette structure m'a permis, en plus de ce métier d'infirmier, d'aller sur la gestion de projet, d'aller sur la communication commerciale avec les médecins, donc pour aller leur présenter le service, pour aller leur présenter ce qu'on faisait dans la santé, etc. Et donc j'ai réussi à coupler un peu cette envie de rester un peu dans le commerce, cette envie de la santé, qui était plutôt pas mal alliée. Et donc au fur et à mesure des années, j'ai développé plutôt un goût assez prononcé pour ça. Et j'ai eu l'occasion de passer d'infirmier à manager, donc de 3 agences dans la prestation de santé à domicile. Donc ça c'était plutôt bien parce que je gardais mon petit pied dans la santé. Et à côté, j'avais ce côté management transverse, management de projet, management d'équipe, du coup un petit peu pilotage également commercial. Donc hyper intéressant. Et cette expérience m'a amené à travailler donc au siège d'Air Liquide et plus précisément donc de la filière prestation de santé à domicile, où là je suis resté dans la gestion des dispositifs médicaux au niveau national, et donc là vraiment beaucoup plus un poste cadre, beaucoup plus un poste de gestion, de conduite de projet, un peu plus éloigné de la santé, même si le domaine d'activité restait le même. Et donc j'en suis arrivé là dans ma jeune carrière. Et puis là un tournant a eu lieu, grand groupe. Je me plaisais plutôt pas trop mal, mais on restait dans un grand groupe avec tout ce qu'on peut avoir dans les grands groupes, parfois un petit peu cette restriction en termes de possibilités de laisser la pensée créative, ses envies d'amélioration, etc. Et donc je me suis un peu retrouvé dans cette impasse de me dire je peux pas m'exprimer comme je veux. Je peux pas donner mon idée comme je veux, je peux pas faire tout ce que j'aimerais faire et mettre en place. Et pour la petite histoire, et c'est là où il y aura la belle transition avec le projet Palombiana que tu as évoqué en tout début. J'étais inscrit sur une plateforme qui s'appelait à l'époque massociate.fr, il me semble, et c'était une plateforme qui mettait en relation les porteurs de projets et puis des personnes qui cherchaient à intégrer un projet. J'étais inactif ou plus ou moins actif, et puis je reçois un petit mail dans mon petit Google Gmail en disant une personne vous a contacté pour un projet, allez consulter le message. J'y vais, et là je tombe sur Aurélien qui est aujourd'hui mon associé et qui me dit écoute Florent, j'ai beaucoup aimé ton parcours et ton profil, j'ai quelque chose à partager avec toi, une idée, est-ce que ça te dit qu'on en discute? On se donne un petit rendez-vous en visio, on en discute, et puis il me dit écoute, je sais pas si t'as le même problème que moi, mais quand moi je voyage en groupe, c'est toujours la même galère, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes budgets, et on n'arrive pas à faire fitter l'ensemble des besoins de chacun, et donc trouver le bon compromis. Et à chaque fois moi je m'engueule, on annule les voyages, on les décale, c'est un peu chiant, et j'aimerais bien créer une solution autour de ça, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas en tant que tel. Et je me dis écoute, j'ai les mêmes problèmes que toi. Donc au top. On les a tous. Et je pense qu'on les a tous. Tu les as eu, Nicolas, et je pense que beaucoup de gens s'y reconnaîtront. Et du coup, je me suis dit, écoute, let's go. On se met à l'essai pendant 3 mois. On bosse. On part d'une page blanche. Alors, il a fait déjà un petit business plan, mais on part quasiment d'une page blanche, et puis on commence à écrire nos premières lignes de projet. Et au bout de 3 mois, ça se passe très bien. Et puis là, je me dis, allez, let's go. J'ai fait j'ai roulé un petit peu ma bosse dans la santé. J'ai touché à la gestion de projet, j'étais un peu frustré de pas mettre en place ma créativité et mon envie de créer du service, de la prestation. Let's go. Je pars comme d'un accord avec mon employeur, et puis je me lance à 100% dans le projet Palombiana, et c'est comme ça que j'arrive à l'entrepreneuriat à 100% aujourd'hui, au projet Palombiana. Donc ce projet-là a démarré il y a quelques mois, d'après ce qu'on avait échangé en préparant le podcast. Et c'est vrai que tu as fait un saut, tu es passé du monde de la santé au monde du voyage. Bon, tu es toujours sur le service à la personne pour aider les autres. Et c'est quoi qui t'a attiré dans ça? C'est plutôt le projet entrepreneurial, c'est plutôt aussi le côté voyage qui c'est quand même une belle chose de faire voyager les gens.
Qu'est-ce qui t'a poussé, ou une belle rencontre peut-être. Oui, c'est vrai. Bah alors déjà, oui, une belle rencontre puisque le projet est venu à moi finalement. Le monde du voyage, alors je ne le connaissais quasiment pas, à part par mes propres expériences avant. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'était le potentiel qu'il y avait derrière ce projet-là. Donc déjà, on se parlait de voyage dans un monde un petit peu morose en termes d'actualité. On se parlait de beaucoup de problématiques, que ce soit en termes de santé, d'enjeux de santé, de conflits géopolitiques, etc. Et je trouvais le sujet très léger et assez porteur. Et surtout, l'opportunité que j'ai vue dans le monde du voyage, c'est que on était post-Covid, il y a eu beaucoup de changements dans le monde de l'entreprise et dans le monde de l'entrepreneuriat de manière générale. Et je me suis dit que le monde du voyage était aussi très impacté et que les gens avaient envie de voyager différemment, que ça soit sur la partie éco-responsable, mais également authenticité. Là, on était sur des gens qui voyageaient beaucoup plus un peu au feeling pour aller voir des gros monuments, des grosses destinations. On s'est retrouvé avec des gens qui avaient besoin de plus d'authenticité dans leur voyage, de beaucoup plus de sens, comme les gens en ont besoin aussi dans leur carrière professionnelle aujourd'hui, et on le voit. Et ben le monde du voyage est en profonde transformation, et j'ai vu de par l'évolution technologique qu'on subit actuellement, enfin qu'on subit plutôt l'opportunité de l'évolution technologique aujourd'hui qu'on peut rencontrer, j'ai vu complètement dans le monde du voyage une réelle opportunité de venir créer quelque chose qui allait répondre à une problématique et en plus qui allait accompagner un changement de consommation de la part des gens. Je te rejoins, c'est vrai qu'en préparant le podcast, j'ai essayé de chercher un petit peu des chiffres autour du voyage et ce marché-là. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est environ 674 millions de publications associées au voyage sur Instagram, 144,5 milliards de vues sur TikTok sur aussi cette thématique-là. 32% des publications voyage sont postées entre mai et juillet. 70% sont plutôt du contenu vidéo contre 30% de photos, et il y a eu 19,6 milliards de likes, partages et commentaires générés par des publications liées au voyage. Et à côté de ça, tu vas aussi retrouver tout ce qui est autour de l'influence marketing avec le monde des influenceurs, parce qu'on a quelques influenceurs qui cartonnent, dont un, ça y est, il va m'en vouloir parce que je vais plus le sortir, avec Bruno Maltor, parce qu'en plus il est un peu de chez moi, là, pas très loin de chez moi, donc il est là au Loire, qui était le premier à montrer cette façon-là de voyager, et voilà, d'utiliser aussi tout ça. Et maintenant, les gens vont consulter sur Internet pour voir des voyages. Il y en a 84% qui le font, donc c'est quand même un chiffre assez énorme. 35% vont sur les réseaux sociaux, sur Internet pour planifier les voyages. Et puis, il y a 33% des utilisateurs qui ont déjà changé d'avis sur un hôtel après avoir consulté les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que ce monde du voyage est en train de migrer. On avait les tours opérateurs qui étaient là, c'est en train de migrer. Et je pense que vous l'avez bien vu aussi de votre côté. Et surtout sur ce côté aussi voyage groupé, parce que c'est ce que tu disais, les gens qui se disputent à cause des groupes qui se diffusent, que ce soit familiaux ou amis, parce que il y a toujours un leader. Et moi je trouve que l'idée, tu vas un peu expliquer aussi comment vous l'avez utilisé avec les technologies, parce que je trouve que l'idée est plutôt bonne et que ça permettrait beaucoup de disputes, je pense. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer exactement ce que c'est Palombiana? Oui, alors Palombiana, au-delà d'un service, c'est vraiment plutôt la résolution d'une problématique. Aujourd'hui, chez Palombiana, notre objectif, c'est de venir faciliter l'organisation de voyages en groupe, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a identifié pas mal de frustrations quand on voyage en groupe, et notamment la plus grande frustration, c'est sur le fait de récolter les besoins, les envies et les restrictions de chacun, de venir en trouver le bon compromis sur le marché. C'est-à-dire que peut-être que toi, Nicolas, si on voyage ensemble, tu vas vouloir peut-être plutôt camper ou plutôt être baroudeur dans un van, etc. Et puis moi, j'ai plutôt envie d'un hôtel plutôt confortable, etc. Et puis peut-être que ton budget, toi, il est très élevé et moi assez bas. Et en fait, ça va être comment, dans un groupe, nous, on va réussir à faciliter ces compromis-là, et comment on va réussir à faciliter la prise de décision. Et parce que c'est là où les frustrations, globalement, elles apparaissent le plus. Et donc, nous, ce qu'on propose chez Palombiana,
c'est de faciliter toute cette partie compromis grâce à l'expertise humaine, parce que pour moi, elle est essentielle et elle est importante, mais également grâce aux nouvelles technologies qui permettent de faciliter l'analyse et la compréhension des besoins des personnes. Et donc concrètement, comment ça se matérialise quand tu veux voyager avec Palombiana, simplement tu vas faire ta demande de voyage peu importe où dans le monde, tu vas nous renseigner ta destination et tes dates de départ et de retour, et nous on va réunir l'ensemble du groupe sur un groupe de discussion dédié. On va avoir un questionnaire qu'on va distribuer, que chacun va remplir individuellement, où dedans on va pouvoir exprimer tous ses besoins, ses envies pour le voyage, sa sensibilité au voyage éco-responsable, etc., etc. Tout plein d'informations utiles pour cerner la personne. Et une fois qu'on a l'ensemble de ces données, on est capable, grâce à l'intelligence artificielle, de venir en faire sortir finalement les points convergents, les points divergents, des taux de compatibilité par activité, transport, lieu de restauration. Et donc du coup, à la suite de cette analyse, on est en capacité de venir dire, ce groupe, ça va être ces activités qui va mettre tout le monde d'accord, ça va être ces lieux de restauration, ces hébergements qui vont satisfaire l'ensemble du groupe. Et ensuite, l'expertise humaine vient prendre le relais et va prendre ces analyses pour venir aller chercher les meilleurs hébergements, les meilleures activités, les meilleurs lieux de restauration qui vont correspondre à l'ensemble du groupe. Et c'est là où les deux vont finalement hyper bien s'accorder dans notre concept. Ce que tu dis est assez important parce que finalement, votre manière de travailler ces questionnaires et d'amener les réponses et de retraitement, c'est fait par de l'intelligence artificielle, c'est ce que tu m'avais expliqué, et ça va me permettre un peu d'agréger les données, de trouver un peu des sortes de personas, ou voilà, des choses comme ça, et après qui vont servir à l'humain pour trouver les bonnes choses, parce que c'est vrai que l'humain va avoir plus de difficultés à trouver toutes ces choses-là et à le faire. Et moi, je trouve que ça permet de gagner du temps. Et puis derrière, après d'avancer. Et puis l'erreur ne sera plus du leader du voyage. Ça sera fait par l'IA. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on voit clairement un usage de l'IA sur ce côté-là, et c'est ce que tu m'avais dit aussi, c'est grâce à l'IA que vous avez pu aussi aller aussi vite pour créer ce que vous avez fait, parce que voilà, il y avait ChatGPT qui était arrivé un an avant à peu près. Oui, c'était ça, un an avant. Donc voilà, donc vous l'avez clairement intégré dedans, l'IA générative. Oui, alors complètement. Pour tout te dire, finalement, ce projet n'aurait jamais abouti sans l'intervention de l'IA. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un projet quand même technologique, avec des besoins d'algorithmes, des besoins de matching, etc., qui coûtent extrêmement cher. Pour te dire, on était sur un projet budgétisé au tout départ à plus de 200 000 euros. Entre la création du site, la partie algorithmique, le machine learning, etc., très complexe. Et en fait, quand on a eu ces budgets-là, on s'est dit avec mon associé, en fait, on va pas y arriver parce que soit on avait un gros budget de base, qui n'était pas notre cas, on était complètement en autofinancement, et donc on se débrouillait avec nos propres moyens. Soit on arrivait à lever des fonds, mais très compliqué en cette période, un petit peu de crise à ce niveau-là. On lève plus des fonds comme on les levait il y a quelques années. Et donc du coup, c'était soit on abandonnait le projet, soit on trouvait des alternatives. Et là, l'IA est tombée vraiment très franchement très bien et nous a permis de proposer un service de haute qualité et un matching de haute qualité grâce à l'IA rendu accessible par des systèmes d'abonnement et même qui étaient gratuits à l'époque, au tout début. Maintenant, avec des systèmes d'abonnement qui sont quand même très accessibles. Et je pense qu'aujourd'hui, l'IA permet véritablement de lancer des business beaucoup plus facilement et beaucoup plus accessibles également en termes de prix. Et c'est ce qui nous est arrivé dans notre cas très clairement. Et justement, on sait qu'il y a des questions éthiques autour de l'IA, que l'usage de l'IA soulève souvent des questions, surtout en ce qui concerne confidentialité des données, décisions automatisées, etc., etc., etc. Comment vous abordez ces défis aujourd'hui, mais aussi demain? Comment vous allez pouvoir être de plus en plus responsable? Comment vous y répondez pour aussi rassurer les gens, parce que les gens ont besoin d'être rassurés. Voilà.
C'est une très bonne question et en effet, c'est quelque chose qu'on prend très à cœur. Aujourd'hui, l'IA, c'est une réelle opportunité. Pour la petite histoire, donc quand on commence à présenter le projet au tout début de l'IA et qu'on dit qu'il y a de l'IA, le jury sur lequel on passait souvent disait encore de l'IA, encore du ChatGPT, encore. C'était très réfractaire. Et aujourd'hui un tout petit peu moins, mais n'empêche qu'on en entend de l'IA un peu partout et on en a un usage plus ou moins correct. Ce qui est très important avec cette technologie, à mon sens, c'est de l'utiliser, parce qu'être réfractaire à l'IA, c'est comme à l'époque où il est sorti un peu du numérique, où on se disait ah oui, les PC, les téléphones portables, nous à notre époque, on faisait ça fonctionnait très bien, mais en fait c'est tellement massif, ça apporte tellement de valeur qu'aujourd'hui s'en priver, c'est quelque part se mettre une épine dans le pied dans son business déjà installé ou dans son futur business, parce que aujourd'hui grâce à l'IA, nous on est allé très vite, beaucoup plus vite que si on avait fait tout nous-mêmes et qu'on a décidé de passer par des développeurs, etc. Donc je pense que c'est essentiel de l'utiliser, mais il faut bien l'utiliser. Typiquement, devenir dépendant de l'IA et notamment d'un service externe comme ChatGPT par exemple ou d'autres qui existent bien évidemment, c'est se mettre à risque parce que déjà il y a un problème en termes de confidentialité et typiquement chez Palombiana, on a tout anonymisé. Donc tout ce qui va passer par l'IA et par des services externes seront anonymisés et donc seront complètement on ne pourra pas relier l'information aux personnes qui sont derrière. Donc ça c'est très important déjà d'avoir cette démarche de réflexion dans son business à partir du moment où on génère de l'information ou en tout cas du partage d'informations sur les plateformes. Ça c'est le premier point. Et ensuite, quand on fait un business à partir de l'IA, je pense qu'il faut réfléchir à deux choses. Est-ce que mon service est complètement dépendant de l'IA, c'est-à-dire que la plus-value est générée par l'utilisation de l'IA? Et dans ce cas, c'est comment, à moyen terme, je fais pour récupérer cette technologie de mon côté? Et ça, c'est hyper important parce que demain, si dans un business qui est créé, l'IA est très important et que vous passez par un ChatGPT ou par d'autres moyens IA qui existent aujourd'hui, et que ce service s'arrête, ou que les prix explosent, ou que demain l'Europe décide d'interdire telle ou telle solution pour des raisons de respect de la vie privée, par exemple, ce qui s'est déjà vu, c'est comment vous faites en fait. Votre business, du jour au lendemain, il s'arrête et c'est terminé. Donc je pense que c'est très bien pour lancer un business, c'est très bien pour accélérer, pour aller vite, mais très vite, il faut rentrer dans une démarche de comment je l'intègre dans mes serveurs, dans mon service, comment je l'internalise. Et pour le coup, il y a beaucoup de choses en France qui se font, et notamment, on peut travailler avec du public, qui permet aussi de travailler sur des solutions alternatives, ou beaucoup plus françaises, on va dire, et comment on installe ces générateurs-là sur nos propres serveurs, et comment on en a le contrôle de A à Z. Et ça, pour moi, c'est indispensable d'avoir cette démarche effective, sinon vous allez jouer avec vous et votre chance. Donc en gros, c'est soit ça fonctionne pendant des années, et tant mieux, mais le jour où il y a le coup près tombe, et on vous dit ça s'arrête, les prix explosent, ou toute autre décision, on va dire réglementaire, là c'est terminé pour vous et vous allez avoir du mal à rebondir. Oui. Non mais je trouve la réflexion hyper intéressante, c'est-à-dire ce que tu dis, c'est que il y a plein de choses qui sont arrivées en 2023 pour le marché des startups, comme ce que tu dis, la problématique de plus pouvoir lever de fonds comme on le faisait avant. Les levées de fonds se font de manière l'entreprise marche et voilà, a fait son POC et puis a pu démarrer, etc. Et après, il se pose les levées de fonds peuvent être un peu plus possibles. Et pour vous, il fallait avancer. Il y avait l'IA qui était là. Ça vous permet d'avancer, donc ça vous permet d'avoir vos premiers clients. Ça vous permet aussi de clairement créer votre essai et de se dire ça marche. Mais par contre, voilà, vous savez, vous avez déjà la deuxième étape en tête, c'est-à-dire il faut qu'on crée notre propre IA ou comme tu dis, qu'on a utilisé des services peut-être plus franco-européens, voilà, plus européens. On voit Mistral qui est en train de progresser. Voilà, il y a des choses aussi comme ça. Mais je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose qui est important. Si demain ChatGPT ou autre, ou Gemini ou Copilot, Copilot ou Microsoft décident d'augmenter leur prix, ils le feront. Comme le fait Microsoft avec son Microsoft 365, et voilà, je trouve que c'est important pour vous d'avoir ça en tête et de se dire voilà, donc déjà vous avez fait le boulot
de rendre anonymes les données personnelles de vos de vos clients. Donc ça déjà c'est bien, c'est même très bien. Il y en a peu qui le feraient. Et voilà, vous avez déjà en tête la suite. Et je trouve que c'est intéressant. Et puis je pense qu'il faut pas être réfractaire au changement. Tu le parlais, enfin tu le disais. Moi je me rappelle aussi de l'arrivée de Google. Ça a fait pour moi le même tollé que l'IA, quoi. Enfin, que l'IA, et à chaque fois on se pose les mêmes questions. J'ai trouvé des chiffres. Le marché mondial de l'intelligence artificielle est évalué actuellement à 136 milliards de dollars. 71% aussi des personnes estiment que d'ici 2024, la plupart des salariés utiliseront au moins une forme d'IA dans leur travail. Donc le marché, l'impact de l'IA va être forcément dans le voyage à terme, aussi dans le domaine du voyage. Donc de toute façon, vous l'avez montré. Et il y a 65%, ce que tu me disais tout à l'heure, qui pensent que les effets de ces technologies sur la productivité humaine pourraient concurrencer la révolution industrielle. J'ai fait plusieurs podcasts depuis un an sur le sujet de l'IA, et j'ai eu des échanges avec Jean-Philippe Timsit qui est plutôt intéressant sur ce qu'il produit, etc. Et c'est vrai qu'il disait, si les gens ne vont pas vers ça, ils vont, leur métier va même pas changer, il va se supprimer. Tandis que s'ils y vont, s'ils commencent à l'étudier, à voir ce qu'ils vont faire, ça va les aider demain à évoluer. Voilà, il avait donné plein d'exemples, et que ça soit même du plombier, du boulanger, jusqu'à la grande boîte, voilà. Et un développeur, quelqu'un qui faisait des requêtes informatiques, qui faisait ses requêtes, il va faire exactement la même chose, mais ça s'appelle des prompts. C'est ni plus ni moins un métier qui change légèrement. Et voilà, et le monde du voyage est en train aussi d'y aller, et justement, t'as des sur le marché du domaine du voyage, il y a d'autres choses qui commencent à se faire ou qui se faisaient déjà. Avec de l'IA? Ouais, avec de l'IA. Oui. Alors, c'est en train d'être étudié très sérieusement par les plus grands groupes. Alors, déjà, il y a les agences de voyage classiques qui commencent un petit peu à se réinventer, parce que je pense qu'il y a cette sensation aussi du monde du voyage qui se transforme profondément. Et toutes les nouvelles générations d'entreprises, même déjà bien installées, réfléchissent très sérieusement à intégrer l'IA dans leurs services, si c'est pas déjà le cas. On voit déjà que toutes les nouvelles entreprises qui partent sur du voyage aujourd'hui intègrent quasiment l'IA à chaque fois, soit dans la construction de parcours, soit dans les recommandations, etc. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose qui est pris extrêmement au sérieux dans le voyage, notamment dans les conciergeries aussi, c'est-à-dire la possibilité d'avoir quelqu'un qui vous réponde un peu H24, 7 jours sur 7, par de l'IA générative, etc. Donc c'est clairement réfléchi. Et je pense qu'il n'y a pas le choix, en fait. Il n'y a pas le choix parce qu'aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise et le secteur, alors il y aura des secteurs qui seront moins impactés que d'autres ou plus tardivement, mais dans tout ce qui va être service ou vente à distance par des sites, des services à la personne, l'IA va prendre une place prépondérante, et dans le voyage, d'autant plus parce que on a toujours besoin de plus de réactivité, on a besoin aussi d'économiser des coûts. Et ça, l'IA le permet également, puisqu'elle permet d'optimiser son travail, d'aller plus vite, que ce soit en interne de l'entreprise, mais aussi en externe. Et demain, tout ce qu'on va pouvoir externaliser à l'IA, je pense que ça sera fait dans tous les cas. Là où moi je suis plus convaincu, c'est que l'expertise humaine va encore rester longtemps, notamment dans le voyage, parce que le voyage, ça reste quelque chose de très personnel, ça reste de quelque chose de très humain, et donc on va dire que les clients, les gens qui voyagent, ne sont pas prêts à tout délaisser à de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'ils ont ce côté humain. Et nous, quand on a fait notre étude de marché, pour te dire, on pensait au début faire vraiment que de l'IA. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était trop tôt. C'était trop tôt, en tout cas, à l'heure où on se parle. Peut-être que demain ou dans quelques années, on changera de mentalité. Mais c'était tôt parce que dans le voyage, on a besoin encore de ce contact humain. Et c'est pour ça qu'on a décidé de rester sur un couple intelligence artificielle et expertise humaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a des startups qui se lancent sur on vous fait votre itinéraire, c'est généré par l'IA, en quelques secondes, vous avez votre itinéraire, mais il manque cette authenticité. Il manque cette expertise humaine qui, pour l'instant, l'IA, qui pour l'instant n'est pas complétée par l'IA, parce que l'IA a beaucoup d'avantages,
mais elle n'arrive pas encore au niveau de l'expertise humaine qu'on peut trouver dans des domaines très particuliers comme le voyage, par exemple, ou d'autres secteurs, mais notamment le voyage. Et ça remplacera pas encore l'expert d'aventure ou le professionnel du voyage qui a voyagé aux Maldives et qui connaît exactement le bon plan du bon plan parce que il a eu l'expérience et puis c'est exactement que c'est ça qui va plaire au client. Et donc c'est pour ça que le couple est parfait entre les deux solutions. Et ça c'est un message hyper important, c'est que l'humain aura toujours son expertise, son esprit critique aussi qui doit être important, parce que c'est pareil, l'IA c'est des humains, il faut pas oublier qu'ils ont mis des données dedans. Donc voilà, l'humain a sa part aussi d'erreur et des fois de dire n'importe quoi. Et voilà, il faut que les gens le comprennent et l'admettent. Enfin, je le vois, je donne des cours régulièrement et je vois souvent maintenant les élèves, ils sont sur leur PC, c'est ChatGPT et la première réponse, ils te la disent, mais moi, je leur interdis pas d'utiliser ChatGPT, bien au contraire. L'idée, c'est aussi qu'ils comprennent ce qu'ils font. Voilà, qu'ils aient ce petit truc en plus. Sinon, c'est sûr que si tout le monde utilise ChatGPT de cette manière-là, ça sert plus à rien de. Les gens vont perdre leur emploi dans ces cas-là parce que il faut amener cette expertise, une autre, cet esprit critique aussi, de remettre un peu en concurrence ce qui est dit. Et je trouve que voilà, c'est aussi ce que vous avez compris sur ce fait-là. Il y a l'IA qui va vous permettre de faciliter, d'automatiser, d'aller plus vite sur certains sujets et comme tu dis de faire des matchs de profil. Hein, c'est pas que c'est pas compliqué de le faire de manière humaine, mais c'est long et fastidieux et ça n'a pas de vraie valeur ajoutée. Voilà, la valeur ajoutée, ce que tu dis, c'est comme tu dis, le gars l'expert en voyage qui voyage de partout, qui connaît très bien les pays où il est allé, qui connaît très bien, qui a des astuces et des trucs comme ça, qui va faire le voyage idéal pour les personnes. Et c'est là aussi, c'est ce qu'attendent les gens. Hein. C'est ce que tu dis. Le monde du voyage a forcément changé. Les gens se disent, j'ai plus envie de prendre l'avion régulièrement parce que ça va augmenter mon impact CO2. Ou alors il faut que je le compense d'une certaine manière. J'ai envie de faire ça à pied, d'aller faire Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Et voilà. Les gens ont changé aussi de ce côté-là. Puis le monde du voyage aussi a changé. J'avais lu, alors c'était un article, je sais pas si je le retrouverai c'était un article ou un livre, je sais plus, où en fait on te disait, si ça continue, bientôt tu vas devoir réserver tes vacances 50 ans à l'avance, quoi. Parce que les sites deviennent saturés. On le voit avec l'arrivée des réseaux sociaux. Je crois que Etreta, par exemple, floute quand il va tu peux plus, je crois, les marquer. Hein, il me semble. Il y a plein de sites aussi qui sont en danger parce qu'il y a trop de monde qui viennent. Voilà, donc. Et puis tu sais, on est dans un monde qui va de plus en plus vite aussi, et l'IA répond un peu à ça aussi. Hein. C'est vraiment qu'aujourd'hui, dans le monde du voyage, par exemple, les gens, ça devient pénible d'attendre leur devis, de renseigner des choses, d'avoir un appel, d'attendre le devis, de valider le devis, d'avoir quelqu'un qui vous téléphone, etc. Et en fait, ça répond aussi à un monde qui va de plus en plus vite et qui a besoin d'avoir accès à l'information et aux services de plus en plus rapidement. Alors après, il y aura ceux qui vont prêcher pour le pour et pour le contre. Hein, ça, c'est des avantages, inconvénients. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un monde où les gens veulent aller de plus en plus vite et ont de moins en moins le temps. Et donc, ils veulent être dans une optimisation de leur temps au maximum, que ça soit sur la partie consommateur, mais aussi entreprise. Et on va dire occulter ce point-là ou le mettre de côté, c'est se mettre en danger. Dans tous les cas, parce que une entreprise qui se dit, moi, je passe pas par l'intelligence artificielle, je veux pas optimiser mes process, on est sur ce type de moyens, c'est prendre un risque que dans quelques années et même quelques mois, tellement on est sur des choses rapides, on soit complètement à la ramasse parce que le concurrent derrière aura automatisé pas mal de process, il aura mis sa plus-value dans de la réflexion de nouveaux produits, de compréhension de son client, etc. Et du coup, il aura délesté toutes les tâches finalement assez chronophages sans plus-value à de l'intelligence artificielle. Et c'est là où il faut, je pense, l'apprivoiser plutôt que de se dire que c'est une contrainte et je résiste. C'est hyper important. C'est hyper important et de toute façon on peut revenir des principes d'ubérisation, de choses comme ça où on sait très bien que le Uber taxi
Enfin voilà, c'est parce qu'il y a un modèle économique qui devient vieillissant, le modèle du taxi. Après, je comprends leur réticence, hein, c'est un coût d'acheter une licence de taxi, donc d'avoir arrivé des gens qui payent pas de licence, mais de l'autre côté, Uber apporte un service. Enfin, voilà, c'est ce côté où tu appuies, tu sais ce que tu vas payer, tu sais quand est-ce qu'il arrive, etc., etc. Et ça aussi, ça rassure. Voilà, moi j'ai des fois tendance sur un taxi, je me rappelle. Je crois que c'était à Bordeaux il y a quelques années. Je prends un taxi, à l'aller, ça nous a coûté 40 €. Au retour, ça nous a coûté 10 €. Tu te dis, bon, euh, pourtant le trajet était plus ou moins le même. On a passé à peu près le même temps dans la voiture. Voilà. C'est clair. Donc il y a ce côté-là aussi, c'est que faut trouver le bon rythme pour changer. Et l'IA nous le montre bien, et faut avancer, quoi. Par rapport à la Palombiana, j'ai bien compris que l'objectif c'est de rester à la pointe de la techno, de suivre aussi ce qui se passe sur l'IA, mais surtout aussi de se réapproprier votre IA, votre IA pour être maître, pour pas dépendre d'un provider, d'un géant qui demain, comme tu dis, peut décider de couper de lui ou par rapport à la législation, hein, parce que ça aussi, on n'est pas à l'abri de tout ça, ou demain aussi, il peut décider de tripler, quadrupler, quintupler ses prix, parce que voilà, et pour vous, ça peut être compliqué. Donc ça, comment, sans rentrer dans le détail, mais comment vous, ça va se concrétiser, parce que pour l'instant, vous êtes tous les deux. Oui. Vous êtes tous les deux, donc c'est ton associé qui va développer, ou vous allez. Non, mais c'est une très bonne question ce que tu poses là. C'est que c'est bien d'anticiper, de se dire qu'il y a un danger. Maintenant, c'est comment on va aller chercher la solution pour l'éviter. Alors, il y a deux dangers en fait avec l'IA. Là, on va passer sur le côté un peu plus négatif de l'IA entre guillemets, mais il y a deux problèmes dans un business que moi j'ai identifié. C'est de un, se reposer que sur l'IA. Ça, c'est le premier danger, c'est-à-dire que demain, tu fais tout avec l'IA. Tu te dis, ton product market fit est pas assez bon, je vais demander à ChatGPT comment je peux le rendre meilleur. Et en fait, je pense qu'il faut pas se reposer complètement sur l'IA, mais plutôt le voir comme un boost de créativité. Oui. C'est-à-dire, j'ai des idées, je les partage, je profite de l'IA pour venir booster tout ça, pour m'ouvrir d'autres champs, d'autres horizons, d'autres réflexions, parce que très vite, j'ai accès à tout le système Internet, finalement, grâce à l'IA, qui peut aller chercher des données très rapidement, au lieu de faire des heures de recherche. Et je pense que ça, c'est déjà un premier danger. C'est quand tu as un business qui repose 100% sur l'IA et que toutes tes décisions vont être prises par rapport à ce que l'IA va te donner comme réponse. Et je pense que c'est plutôt à investir de manière inverse, c'est-à-dire plutôt avoir des idées, booster ta créativité avec l'IA pour aller encore plus loin et plus vite. Ça, c'est la première chose. Ça, tu peux l'appliquer tout de suite, c'est-à-dire que tu as une idée et au mieux tout de suite de taper en ChatGPT, qu'est-ce que je pourrais proposer comme autre service de voyage, ça va être OK. C'est quoi ma créativité? Je brainstorm avec moi-même, avec mon associé, avec les collaborateurs, et ensuite je vais venir compléter avec de l'information IA pour venir booster tout ça et voir comment on peut le faire, ou comment on peut s'ouvrir d'autres chakras, on va dire. Ça, c'est la première chose, et c'est applicable tout de suite. Deuxième autre problématique, c'est effectivement cette internalisation qui est beaucoup plus compliquée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les acteurs sur le marché, pour parler que d'OpenAI, mais il y en a d'autres. Ouais, t'as Anthropic, t'as Gemini de Google, etc., etc. Bard, etc. Exactement. Ouais, et là, non, c'est plus Bard pour l'information, parce que. Oui, c'est vrai, t'as raison. Parce que quand en fait, ils veulent pas le dire, mais ils ont peur de moi que je vienne leur dire, vous me piquez mon nom, donc je veux des royalties. Non, enfin, c'était la petite blague, la petite blague du jour. Non, mais après, tu vois, et puis en plus, tu sais, les GAFAM, excuse-moi, je t'ai coupé, les GAFAM sont tous en train de se rapprocher. Microsoft, c'est OpenAI. J'ai vu qu'Amazon, c'était Anthropic. Il me semble que j'ai vu ça dernièrement, là, qu'ils étaient en train de mettre des billes dans Anthropic. Ils mettent de l'argent, ouais. Ouais, beaucoup d'argent même. Et donc, bon, Google, eux, ont réussi à se faire leur IA eux-mêmes, mais voilà, on voit que les gros du GAFA, j'ai entendu qu'Apple commençait aussi à en parler aussi.
Bon, Elon Musk en parle, mais il était quand même à la source d'OpenAI à la base. Il a déjà un bon pied dedans, on va dire. Ouais, voilà. Donc oui, mais c'est sûr que voilà, les gros faiseurs sont là, quoi. Il faut. Ouais, et le problème des gros faiseurs, c'est qu'on est très dépendant d'eux. Pourquoi ? Parce que ils mettent des milliards d'euros, de dollars dans ces technologies-là, et que demain, pour internaliser, ça devient très compliqué. Parce que si tu ne passes pas par ces solutions-là, tu auras de toute façon une IA qui va être beaucoup moins performante, ou ça va être beaucoup plus compliqué d'arriver pour le même prix que ce qu'ils te proposent, d'arriver au même taux de performance. Mais pour autant, c'est pas impossible. Déjà parce qu'il y a des corps de métier qui commencent à se développer, qui sont des personnes qui commencent à se spécialiser dans l'intégration de l'IA dans les sociétés sur des services internes. Et au-delà de ça, on peut y aller aussi par étapes. C'est-à-dire que par exemple, nous, ça va être du matching. Ça va être quelque part coupler des profils. On n'a pas besoin de toute la puissance d'un ChatGPT, par exemple, pour le faire. Donc typiquement, on pourrait très bien réfléchir entre un système algorithmique mélangé à un système d'IA générative beaucoup plus européenne, par exemple, pour venir commencer à internaliser ces ressources-là. Et avec le développement de l'IA, un jour, on va arriver à des solutions internalisables ou même à de la création de sa propre IA. Et il y a déjà des entreprises qui le font, qui vont venir créer leur propre intelligence artificielle interne en se basant sur de l'open source, sur des technologies déjà existantes, qui vont pas avoir une puissance égale aux gros faiseurs, mais suffisamment pour répondre à leurs besoins d'utilisation de l'IA dans leur entreprise. Et c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est en gros, qu'est-ce que me permet de faire l'IA aujourd'hui ? C'est quoi finalement le risque que je prends à le laisser externaliser ? Et comment j'arrive à intégrer uniquement la partie dont j'ai besoin pour mon service ? Et du coup, là, tu réduis beaucoup plus le champ des possibilités, entre guillemets, et tu ouvres plutôt la faisabilité dans ton entreprise de le faire. Et après, c'est de trouver les bons acteurs. Donc là, tu as soit les acteurs publics, les instituts de recherche qui sont vraiment là-dedans. Nous, on a déjà échangé avec pas mal d'institutions publiques qui sont vraiment dans cette recherche de comment on va réussir à intégrer cette intelligence artificielle dans les entreprises pour répondre à ce risque-là. Et ensuite, tu as toutes les possibilités de prestations externes qui vont être des gens qui vont être spécialisés dans l'intégration d'intelligence artificielle dans les entreprises. Mais c'est important de se poser la question et d'entamer cette recherche-là, parce qu'elle est très longue. Par contre, le gros avantage, c'est si ta technologie, si ton intelligence artificielle propose une valeur suffisamment ajoutée, aujourd'hui, quand même, dans la levée de fonds, dans la recherche de financement, c'est quand même quelque chose qui est très poussé par les pays. La France, on le sait, veut rentrer en concurrence, ou en tout cas devenir leader, ou en tout cas venir concurrencer les leaders de l'intelligence artificielle, et donc ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Donc si ton business derrière tourne autour de cette technologie et vraiment il y a quelque chose de rupture derrière ça, tu peux aller chercher aussi du financement pour venir travailler sur cette intégration-là et sur comment tu internalises cette technologie-là. Non, c'est bien. C'est une belle chose. Peut-être que demain, on vous verra dans qui veut être mon associé. Exactement. Justement, parlant d'un peu d'avenir, c'est quoi les prochaines étapes, vos prochaines étapes, comment tu les vois sans dévoiler toute la stratégie, mais au moins c'est quoi là les prochains jalons que vous prévoyez pour vous? Alors pour les jalons les plus courts, donc là on est en train de développer d'autres produits autour de notre concept de planification. Donc aujourd'hui nous ce qu'on propose c'est une planification qui est complète, c'est ce que je te disais avant. Donc on va venir sélectionner pour vous hébergement, lieu de restauration, transport, activités pour l'ensemble du groupe. Demain on est en train de réfléchir à des choses beaucoup plus modulables. Donc possibilité uniquement de venir vous recommander les hébergements ou uniquement les activités, parce que parfois dans le voyage on n'a pas besoin de tout le package, on a besoin juste de ces hébergements, on a besoin juste de ces activités. Donc ça c'est ce qui va arriver probablement très prochainement. Et puis comme toute startup, là on va rentrer dans une phase où on a envie d'aller chercher des fonds pour aller plus vite, pour venir concurrencer finalement les plus grands acteurs, parce qu'on est dans un marché quand même très concurrentiel, et donc toute la guerre va être sur notre positionnement et sur la connaissance du consommateur de notre produit et de notre légitimité sur le marché. Donc finalement là je te donne les deux grandes phases dans lesquelles on rentre, développement du produit et d'autres produits, toujours à base d'intelligence artificielle et d'expertise humaine, et puis derrière recherche de fonds pour aller venir
asseoir notre légitimité et notre réputation sur le marché du voyage. Oui, c'est ce que tu t'expliquais, voilà, ce côté diversification de produits, du B2C, un peu de B2B aussi, voilà, ces choses-là, et voilà, proposer finalement votre service et, comme tu dis, l'expertise humaine à d'autres et à d'autres moyens. Donc, exactement, c'est tout à fait ça. Et pour revenir un peu à ton parcours d'entrepreneur, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite quitter un domaine un peu plus traditionnel? Donc toi, tu es passé du domaine de la santé pour se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout dans un domaine technologique comme l'IA. J'avais échangé moi avec, alors il y a quelques années aussi, alors eux ils ont fait des levées de fonds et ils cartonnent, c'est avec Stoic. Stoic, c'est une assurance de cybersécurité, et pareil, hein, il était à la base philosophe et journaliste, hein. Et il se retrouve dans un monde, même si c'est le monde de l'assurance, il se retrouve dans le monde de la tech, parce que la surtech est quand même un monde aussi de la tech. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, toi? Alors moi, je vais donner les conseils que je me suis appliqués à moi-même. Après, chacun prendra ceux qui résonnent le plus en eux, mais je dirais il faut se lancer. Il faut pas se lancer n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut déjà s'astreindre de toutes les barrières qu'on peut connaître, alors qui sont un peu moins présentes aujourd'hui avec les nouvelles générations, mais je suis dans une entreprise, j'ai un salaire, c'est sûr, etc. Parce que ça, c'est typiquement les barrières qui vous feront jamais passer à l'action. Et une idée, elle ne vaut jamais rien tant qu'elle n'est pas mise sur papier et tant qu'elle commence pas à être travaillée. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez une idée et qui a une vraie envie de construire un projet derrière, c'est se lancer, mais se lancer intelligemment. C'est-à-dire que moi, je conseillerais pas. Il y a d'autres qui l'ont fait et ça fait des beaux storytelling de j'ai vendu ma maison, j'ai tout quitté, j'ai lancé mon projet. Oui, on voit ceux pour qui ça a fonctionné, on voit moins ceux qui ont tout perdu. Et il y en a plus qui ont tout perdu, qui ont tout gagné. Donc c'est plutôt se lancer, mais y aller avec un certain cadre. Typiquement, moi, quand j'ai décidé de me lancer à 100%, je suis parti avec mon employeur en bon terme. J'ai fait les choses le plus correctement possible. J'ai assuré mes arrières avec le financement pour pouvoir s'autofinancer. On en a déduit un budget prévisionnel, des deadlines aussi, hein, c'est-à-dire des jalons. On se dit ben voilà, il faut qu'on se paye sous tant de temps, il faut qu'on puisse assurer nos arrières sous telles conditions et tant de temps. Et en fait, ça nous permet de nous lancer en toute sécurité avec une certaine prise de risque, hein, forcément, mais qui est maîtrisée à la fois pour préserver sa santé mentale, pour préserver sa famille également, et pour durer dans le temps, parce que l'entrepreneuriat, on le sait, hein, c'est un marathon un peu speed, mais un marathon quand même. Et ça doit être une belle expérience. C'est-à-dire que vous échouiez dans votre projet ou que ça soit une réussite, finalement, il faut que la réussite soit belle et que l'échec soit également, on va dire, un bel échec. Oui, ou instructif, ou voilà, après... voilà. Exactement. Et vous devez pas retenir d'un échec ou d'une réussite le fait que vous êtes arrivé à réussir, mais en sacrifiant tout, en prenant d'énormes risques, en perdant votre conjoint, votre compagne, etc. Ou à l'inverse, que vous échouez en ne retenant que le fait que vous avez passé des très mauvais moments. Alors des mauvais moments, on en passera, mais des mauvais moments qui auraient pu être évités, où on n'avait pas le sou pour aller s'acheter à manger parce qu'on mettait tout dans le projet, etc. Donc voilà, je pense que il faut y aller, il faut se lancer, mais il faut juste réfléchir à comment on le fait et ensuite sauter le pas et y aller de manière la plus sécuritaire possible, avec cette part de risque qui sera de toute manière obligatoire quand on se lance, à part si vous avez quelques millions sur votre compte et vous pouvez lancer votre projet avec un beau fond. Ça, c'est encore une discussion différente. Oui, après, en plus, on est dans un pays où on peut avoir des sécurités à se lancer, enfin voilà, en ayant négocié son départ aussi sous une rupture conventionnelle. Donc après, ça permet aussi de toucher l'acre ou l'art. Enfin voilà, il y a pas mal de sujets, mais bon, il faut le faire aussi dans le bon ordre. Et moi, je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est toujours de se faire bien accompagner, d'être bien entouré. On parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur, donc vous avez la chance d'être deux. Alors moi, ce qui m'éclate dans votre parcours à tous les deux, c'est que vous connaissiez pas, c'est via une plateforme et voilà, vous êtes en train de vivre une aventure à deux, en plus à distance, parce que vous êtes toi t'es en Alsace, il me semble, et lui il est plutôt dans le sud, hein, c'est ça?
Il est sur Lyon, région lyonnaise. Il est à Lyon, ouais. Je voulais pas le dire, mais ça c'était. C'est pour ça, je comprends. Non, je rigole. Non, oui, mais il est à Lyon. Et voilà, vous êtes, c'est pas non plus très loin, mais vous êtes à distance. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien, mais je pense que derrière aussi, vous avez été bien conseillé, vous êtes bien entouré. Voilà, et ça, je pense que c'est important aussi, c'est de pas hésiter à se faire aider. Alors, c'est un coût, mais c'est un coût qui peut faire éviter de perdre beaucoup d'argent. Et Oui. voilà, moi, je trouve que voilà, c'est, enfin, moi, de mon point de vue, moi, je suis au CJD, je suis donc au centre des jeunes dirigeants, voilà, donc il y a aussi ce côté-là qui m'aide beaucoup, qui me permet aussi de me dire que on est dirigeant, on a le même métier, on n'a juste pas la même expertise, mais on a le même métier, on a les mêmes galères, on a les mêmes contraintes, etc. Et voilà, mais après, c'est ce que tu dis, il y a des réussites, des échecs, et il faut savoir rebondir, et ça, c'est plutôt le point intéressant. Ouais, complètement. Mais l'entourage, tu le dis, Nicolas, c'est fondamental, et c'est un très bon point que tu lèves là, hein. Au-delà de se lancer, c'est vrai que l'entourage est très important. On peut échouer un projet très prometteur juste parce qu'on est mal entouré. Et l'association est le premier bon entourage qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut pas s'associer par on va dire juste parce que c'est mon ami, parce que on s'est connu là entre midi et deux et qu'on a le même projet en tête. C'est vraiment un feeling qu'il faut avoir, une belle réflexion. Il faut que il y ait une très belle prise de recul aussi. C'est-à-dire que moi, une belle association, c'est des associés qui savent prendre du recul, qui savent se remettre en question, qui savent écouter l'autre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très compliqué, l'écoute active. On la retrouve pas chez tout le monde, et c'est indispensable. Et je pense que être mal entouré, c'est déjà mettre une belle épine dans le pied à son projet dès le départ. Et il y a beaucoup de startups qui échouent à cause de problématiques d'association qui virent un peu au cauchemar. Et tu as tout à fait raison, Nicolas, c'est hyper important. Et puis oui, moi, ce que je peux donner aussi comme conseil sur l'association, c'est bien, le projet, c'est beau, etc., mais il faut aussi prévoir la sortie. Il faut qu'elle soit écrite dans le pacte d'associés pour que la sortie soit le plus simple possible. Parce que ça peut, voilà, comme tu dis, ça peut marcher, et ça peut devenir quelque chose où il peut y avoir beaucoup d'argent en jeu. Et là, on sait que ça peut vite faire tourner les têtes. Ou l'inverse, ça peut ne pas marcher, voilà, pour X raisons. Et il y a des personnes qui veulent sortir, partir. Et je pense que c'est important. Et d'autant plus quand il y a de l'amitié en jeu. Je pense qu'il faut tout écrire pour que la sortie soit le plus simple possible. Donc, en phase. Bon, pour conclure, parce qu'on arrive bientôt à l'heure. Je voulais avant qu'on en termine, est-ce que tu aurais un livre, une série ou un film à recommander à nos auditeurs? En lien ou pas, quelque chose qui t'a inspiré, C'est une très très bonne question. Laisse-moi une petite seconde pour réfléchir. Oui. Je me demandais qu'est-ce que je suis en train de lire actuellement. Je regarde ma bibliothèque derrière moi. Ouais, c'est tout. Je vais te donner dans quoi je me suis lancé plutôt comme lecture de livres et pourquoi. Dans le manga, je me suis lancé. Alors c'est tout bête. Pendant très longtemps, j'étais réfractaire au manga. J'aimais pas ça, le côté dessin animé, etc. Et quand je suis passé entrepreneur, en même temps, je me suis laissé du temps pour, on va dire, assurer des besoins de culture. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer par un des mangas le plus populaire, voire le plus populaire, qui est One Piece. Et en fait, dans le manga, j'ai trouvé un truc très intéressant qu'on peut relier à l'entrepreneuriat. C'est, dans le manga One Piece, en tout cas, c'est la positivité du personnage. Alors pour un manga, très rapidement, c'est un pirate qui a pour objectif de devenir le meilleur des pirates en fait, et de trouver le One Piece qui est un trésor. Et en fait, dans cette série, c'est très intéressant parce que on peut faire le parallèle avec l'entrepreneuriat. On voit un personnage qui vient de nulle part, que personne ne connaît, qui a l'ambition de devenir le meilleur pirate de tous les temps. Et on voit qu'il est pas pris au sérieux, donc il monte son équipage un à un, il trouve les bonnes collaborations, il achète son premier bateau, etc., etc. Et en fait, il monte en puissance, il commande à battre finalement des grands pirates de plus en plus puissants. Et ce qu'il faut noter en termes de morale, c'est la persévérance, savoir pourquoi on veut devenir le meilleur pirate, ce qui va motiver
finalement toutes nos actions tous les jours et qui va faire que dans les moments les plus bas, on va s'accrocher à notre rêve et à notre envie et trouver du sens dans la bataille qu'on est en train de mener. Et je trouve que cette série, j'ai beaucoup accroché pour toutes ces valeurs qu'elle représente, donc l'optimisme, l'envie d'aller de l'avant, s'accrocher à un rêve et du coup de passer toutes les épreuves un à un, malgré le fait que tout le monde autour de soi dit ouais, c'est difficile, hein, c'est concurrentiel, hein, tu sais, il y a beaucoup de pirates en mer, toi tu viens de nulle part, tu vas jamais y arriver. Ben c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat, on entendra toujours les gens qui vont dire mais tu sais Florian, le voyage est très concurrentiel, comment vous allez faire pour vous démarquer? C'est peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais l'idée c'est de s'accrocher à son rêve, de vouloir apporter quelque chose, son âme, son envie, son service, et de s'accrocher à ça dans les moments très hauts et dans les moments très bas. Et je pense que cette série One Piece reflète bien ce qu'on peut vivre en tant qu'entrepreneur à travers les années. Ouais, c'est bien, ça me plaît, ça va me redonner envie de faire des mangas. J'ai jamais lu les One Piece, mais j'en ai lu d'autres, mais je te rejoins sur, ils sont toujours positifs, toujours, voilà, même si des fois ça peut être un peu violent sur des trucs, mais ils ont toujours, ouais. Je suis d'accord. Est-ce que tu aurais un invité à me conseiller pour un prochain épisode? À te conseiller, oui, j'ai pas mal d'invités. Ben, si tu es sur l'intelligence artificielle, j'ai un très bon ami qui lui travaille en Allemagne et qui est data scientist et qui dans son entreprise commence à intégrer cette partie IA dans son entreprise et dans les process internes de l'entreprise. Et donc ça serait très intéressant que tu puisses discuter avec lui, parce que lui, sur la partie vraiment technique et comment il voit l'avenir de l'IA, c'est très intéressant. Par exemple, lui est convaincu que ChatGPT va disparaître, en tout cas comme on le connaît, pour s'intégrer beaucoup plus nativement dans nos outils du quotidien, mais que aujourd'hui ChatGPT n'est que une solution temporaire à des tests beaucoup plus à échelle mondiale, on va dire, pour venir derrière faire disparaître ce service et l'intégrer du coup dans des choses beaucoup plus classiques de notre vie courante. Et donc je pense que c'est un invité qui pourrait vraiment être intéressant pour toi à entendre. Ça marche. Bah écoute, on arrive à la fin. Merci beaucoup Florian. C'était un bon moment. Moi j'ai passé vraiment un bon moment. On te retrouve sur LinkedIn, je pense, surtout. Oui, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, pour l'entreprise sur LinkedIn également, et sur les réseaux TikTok et Instagram. Mais effectivement, pour suivre mon profil et puis le contenu que je génère, ça sera plutôt sur LinkedIn où je vais être le plus actif. D'accord, je mettrai tous les liens de toute façon dans la bio de l'épisode pour que les gens puissent te retrouver facilement. Et puis moi j'ai prévu de tester Falombiana prochainement pour un de mes prochains voyages en 2025, et je pense que ça sera l'occasion de faire ça. Merci à nos auditeurs aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui sur DSI et des Hommes, sur ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser des commentaires, de partager notre podcast, la célèbre 5 étoiles, c'est très utile pour le référencement. Et à la prochaine, et encore merci Florian. Merci Nicolas.